vous savez, certaines familles ont un enfant chéri. Et dans la mienne, c'était toujours ma petite sœur, Chloé. Mais j'ai appris une leçon brutale. Parfois, la personne que vous pensez le mieux connaître attend juste le moment parfait pour vous poignarder dans le dos. Et il faut un tremblement de terre de trahison pour enfin les voir pour ce qu'ils sont vraiment. Je n'étais jamais censé être le riche de notre famille. Ce titre était pratiquement réservé à Chloé, la reine du bal de fin d'année, la fille avec 4,2 de moyenne, celle qui a été acceptée dans toutes les universités de l'Ivy League auxquelles elle a postulé. Moi, j'étais juste Ethan, 34 ans, un peu silencieux, plus à l'aise avec les rapports trimestriels que les petites conversations sur la mode ou l'organisation d'un mariage. Je travaille dans le capital investissement, mais vous ne le devineriez pas. Je porte toujours la même montre à $60 de l'université, je conduis une Honda de 10 ans, et j'ai remboursé ma maison en espèces il y a des années. Pas de dette, pas de drame, pas besoin d'étaler quoi que ce soit. C'est probablement pour ça que ma famille n'a jamais vraiment compris ce que je faisais. Ils pensaient que j'étais juste dans un truc de finance. Ma mère a dit un jour à une amie que j'étais caissier de banque. J'ai juste souri. C'était plus facile que d'expliquer les rachats par effet de levier et les partenariats silencieux. Surtout que Chloé accaparait toute l'attention de toute façon. Elle l'a toujours fait. Même quand nous étions enfants, j'avais l'impression d'être le frère de secours. Le remplaçant. Chloé a eu des leçons de piano, des récitals de ballet, des tuteurs privés. On m'a dit de me taire pendant ces séances d'entraînement. Si elle voulait quelque chose, toute la maison tournait autour de l'obtenir pour elle. Si j'avais besoin d'aide pour l'école ou la vie, on me tapait dans le dos et on me disait « tu te débrouilleras ». Je n'étais pas amer, ou du moins je ne le pensais pas. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai juste gardé la tête basse, j'ai travaillé dur et j'ai fait la paix avec le fait que mes parents, surtout maman, voyaient Chloé comme l'espoir brillant et éclatant de la famille. Ils l'appelaient notre petite étoile, même quand nous étions bien dans la vingtaine. Et Chloé jouait le rôle à la perfection, souriante, charmante, et toujours juste assez impuissante pour avoir besoin d'être secourue par le chéquier de quelqu'un d'autre. Le truc, c'est que derrière les paillettes et les filtres Instagram, Chloé n'a absolument aucune idée de comment gérer l'argent ou les relations ou vraiment quoi que ce soit, si je suis honnête. Elle a changé de travail plus de fois que je ne peux en compter. A rebondi entre des appartements de luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre, et a fréquenté un carrousel d'hommes riches qui semblait toujours disparaître à la seconde où elle mentionnait le mariage. C'est probablement pour ça que lorsqu'elle a finalement trouvé un gars, Liam, qui lui a demandé sa main, et surtout qui pouvait la tolérer assez longtemps pour rester, toute ma famille a pratiquement perdu la tête d'excitation. C'était comme si Chloé avait enfin obtenu son bonheur éternel, et nous étions tous censés être des figurants dans son conte de fées. Et pendant un certain temps, j'ai joué le jeu. Je me suis présenté à la fête de fiançailles, j'ai apporté un cadeau attentionné, il faut l'admettre, coûteux, j'ai souri pendant les toasts au champagne, et j'ai écouté Chloé s'extasier sur la lune de miel à Paris, la robe Vera Wang sur mesure, et le domaine viticole historique qu'ils avaient réservé. Elle lançait des chiffres comme des confettis. $110 000 pour la robe, $8 000 pour les fleurs, $6 000 pour un calligraphe venant de New York juste pour écrire les invitations à la main. Chaque détail était ridicule. Chaque dollar dépensé était celui de quelqu'un d'autre, principalement de nos parents. Mais le vrai choc est venu une semaine après cette fête, lorsque Chloé m'a invité à déjeuner. Nous nous sommes retrouvés dans ce petit café branché du centre-ville, le genre avec des toasts à l'avocat à $15 et des baristas qui semblaient sortir d'un magazine. J'aurais dû savoir que quelque chose clochait quand elle a proposé de payer. Chloé ne propose jamais de payer. Elle a commandé un latte à la betterave. Je ne savais même pas que ça existait. Emma regardait avec ce sourire étudié qu'elle utilisait toujours quand elle voulait quelque chose. Alors, j'ai réfléchi. Tu t'en sors très bien, n'est-ce pas? J'ai cligné des yeux. Je m'en sors bien. Ouais. Non, je veux dire, très bien. Genre, tu as ta propre maison, pas de dettes étudiantes, tu voyages beaucoup. Tu dois cartonner avec les investissements, n'est-ce pas? Je lui ai fait un sourire prudent. Je vis selon mes moyens, c'est tout. Elle a ri comme si j'avais dit quelque chose d'adorable. C'est tellement toi de dire ça. Si humble. J'ai attendu. Je savais déjà ce qui allait arriver. Je ne savais juste pas à quel point la demande serait importante. Elle s'est penchée, a baissé la voix comme si nous partagions des secrets d'État. Alors écoute,
je suis un peu au-dessus du budget pour le mariage. Juste d'un tout petit peu. D'accord, plus qu'un peu. 50 000 $ pour être exact. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Tu es au-dessus du budget de 50 000 $? Elle a balayé ça d'un revers de la main comme si c'était de la petite monnaie. Ce n'est pas si grave. On a dû améliorer le traiteur pour un chef étoilé au Michelin parce que la famille de Liam est très gourmande. Et j'ai trouvé ce créateur à Milan qui fait les robes des demoiselles d'honneur. Crois-moi, c'est une ambiance. Mais bref, j'espérais que tu pourrais aider. Aider. Comment? Ai-je demandé, bien que je sache déjà. Elle a souri. Doux et vénéneux. Couvrir la différence. Juste les 50 000 $. Je veux dire, ce n'est rien pour quelqu'un comme toi, n'est-ce pas? Tu as probablement gagné ça en dividende le trimestre dernier. Je me suis reculé, stupéfait. Tu me demandes de te donner 50 000 $? Pas donné, a-t-elle corrigé rapidement. Juste payé pour le mariage. C'est une seule fois. Tu t'assurais que ta seule sœur est le jour de ses rêves. Et honnêtement, ça signifierait tellement pour maman et papa. Ils sont un peu à court, mais on sait tous que c'est toi qui t'en sors le mieux. Je l'ai regardé. Ce n'était pas seulement une grosse demande. C'était de l'arrogance. Il n'y avait aucune gratitude dans sa voix, aucune reconnaissance de l'énormité de ce chiffre. Elle pensait sincèrement que j'allais simplement le lui donner comme si j'étais un distributeur automatique. J'ai pris une inspiration. Chloé, je t'aime, mais je ne vais pas financer un mariage de 50 000 $. Ça n'arrivera pas, son sourire a vacillé une seconde. Puis la comédie a repris. Waouh. D'accord. Je suppose que je vais juste dire à Liam qu'on doit annuler les cocktails signature et couper le groupe de jazz live. Merci pour rien. Je n'ai pas dit que je n'aiderais pas du tout, ai-je offert avec précaution. Mais 50 000 $? Allons, ce n'est pas raisonnable. Elle s'est levée, comme ça. N'a même pas fini son latte. Très bien, oublie ça. Je me débrouillerai toute seule. Rappelle-toi juste de ça le moment venu. Et avec cette ligne cryptique, elle est partie. J'aimerais pouvoir dire que j'ai oublié. Que j'ai mis ça sur le compte de Chloé étant Chloé. Mais quelque chose dans sa façon de le dire, cette étrange emphase sur « le moment » me rongeait. C'était une menace déguisée en drame. Et dans ma famille, le drame a une façon de devenir nucléaire. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un texto d'elle. Dîner chez moi, juste nous, super tranquille. Mettons les choses au clair. Emoji visage souriant. Je savais que je ne devrais pas y aller. J'y suis allé quand même. Et au moment où j'ai franchi le seuil de son appartement, j'ai su que j'avais fait une erreur. Parce que ce n'était pas juste nous. 3 hommes en costume étaient déjà assis à la table, chacun avec une pile de papier. Chloé est sortie de la cuisine, un verre de vin à la main, portant ce même sourire doux qu'elle utilisait toujours quand elle était sur le point de mettre le feu au monde de quelqu'un. Elle a levé son verre et a dit « Bienvenue, Ethan. Parlons des options. » Et ce fut le début de la fin. Je suis resté là, dans l'embrasure de la porte, sans bouger. 3 hommes en costume sur mesure, des documents étalés comme pour une négociation de contrat, et Chloé souriant comme si elle organisait une garden party. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas un dîner super tranquille. C'était un coup monté, et j'étais le seul à ne pas avoir reçu le mémo. Tout va bien, Ethan, demanda gentiment Chloé en me faisant signe de m'asseoir en face des avocats. On dirait que tu as vu un fantôme. Je ne savais pas que le dîner incluait maintenant un conseil juridique, dis-je sans m'asseoir. Elle a ri. Oh, ne sois pas dramatique. C'est juste un peu de paperasse. Vas-y, assieds-toi. Tu veux du rouge ou du blanc? Je prendrai des réponses, dis-je sèchement, la voix basse. Cela fit geler son sourire une demi-seconde. Juste un scintillement, mais je l'ai attrapé. Le plus grand des 3 hommes se leva et tendit la main. Monsieur je m'appelle Frédéric Quin. Je représente votre sœur et son fiancé dans une affaire d'arbitrage financier. S'il vous plaît, si vous voulez bien vous joindre à nous, je peux vous expliquer la situation. Inutile, dis-je. Ma sœur me l'a déjà expliqué au déjeuner. Elle veut de l'argent. J'ai dit non. Fin de l'histoire. Frédéric ne sia pas, respectueusement,
je crois que vous voudrez voir les documents. Et pourquoi cela, demandai-je en croisant les bras. Chloé laissa échapper un petit soupir et but une gorgée de son vin. Parce que tu as fait une promesse, Ethan. Quelle promesse? Elle se tourna vers l'avocat et fit un geste. Montre-lui l'accord. Frédéric ouvrit un dossier et fit glisser quelques feuilles vers moi. Je m'avançai prudemment et jetai un coup d'œil. L'entête disait « Engagement contraignant de contribution familiale ». Il était formaté comme un contrat, avec mon nom, mon adresse et une signature numérique que je n'avais jamais vue auparavant. Je plissai les yeux. Qu'est-ce que c'est? La voix de Chloé était d'une douceur sirupeuse. C'est l'email que tu as envoyé à maman il y a 2 mois en disant que tu aiderais pour mon mariage comme tu le pourrais. Je l'ai fait imprimer et nous avons ajouté une mise en forme pour plus de clarté. Il a été notarié. Ma mâchoire se serra. Tu as imprimé mon email et tu l'as transformé en un faux contrat. Pas faux, aboya-t-elle en abandonnant soudainement son jeu de gentillesse. Juridiquement persuasif. Et si tu n'acceptes pas de l'honorer, nous pouvons aller plus loin. Je secouai la tête avec incrédulité. Tu es sérieuse en ce moment? Frédéric intervint de nouveau. Nous ne sommes pas ici pour être adversaires. Notre intention est de parvenir à une solution à l'amiable. Votre sœur a déjà effectué des paiements substantiels non remboursables en s'attendant à votre soutien financier. Elle demande un suivi. Elle demande de l'extorsion, aboyai-je. On ne transforme pas une offre vague de bonne foi en une facture de 50 000 $. Le deuxième avocat, un homme plus petit avec des lunettes, prit alors la parole. Nous sommes prêts à déposer une plainte pour estoppel promissoire qui inclut des dommages et pertes potentielles si elle est forcée de réduire ou d'annuler. Je regardai Chloé. Tu menaces un procès pour un mariage. Elle me lança un regard apitoyé. Tu ne m'as laissé aucun choix, Ethan. C'est mon unique jour spécial. Je ne te demande pas de m'acheter une maison ou quelque chose de fou. J'ai juste besoin de ton aide. Et tu agis comme si j'étais une criminelle. Non, c'est toi qui agis comme tel, dis-je, la voix basse et tendue. Tu as falsifié un contrat et engagé une équipe juridique pour me piéger. Il y eut une pause. Puis Chloé haussa les épaules, se tournant vers les avocats avec un petit sourire. Il a toujours aimé jouer la victime. C'est à ce moment que quelque chose en moi a changé. Je ne sais pas quoi exactement. C'était peut-être l'audace pure d'être pris en embuscade comme ça. C'était peut-être de voir la suffisance familière sur son visage. Le même regard qu'elle avait enfant chaque fois qu'elle s'en tirait. Quoi que ce soit, la colère n'était pas bruyante. Elle était calme, contrôlée, froide. J'ai pris le faux contrat, je l'ai parcouru à nouveau, puis j'ai regardé directement Frédéric. Alors, laissez-moi bien comprendre. Votre cas repose sur un email désinvolte qui disait que j'aiderais. Oui. Sans montant spécifique, sans condition, sans calendrier. Correct. Et vous croyez que cela tiendrait devant un tribunal? Il ne répondit pas, mais le sourire narquois sur le visage de Chloé disait tout. Je ne signe rien, dis-je calmement en reposant les papiers. Et si vous m'envoyez quoi que ce soit d'autre comme ça, je déposerai une plainte pour harcèlement. Le sourire de Chloé revint. Mais cette fois, il était glacial. Je me doutais que tu dirais ça, c'est pourquoi j'ai amené des renforts. Elle se tourna vers le couloir et appela, « Maman, tu peux entrer. » J'ai cligné des yeux. Attends, quoi? Des pas. Puis notre mère est entrée dans la pièce, les bras croisés, l'expression tendue. Pas en colère, pas triste, juste déçue. Le genre de regard qui vous frappe encore comme un coup de poing, même quand vous êtes un homme adulte. Ethan, dit-elle doucement. Ce n'est pas comme ça que nous t'avons élevé. Ma bouche s'ouvrit, mais rien ne sortit. Tu as promis de soutenir ta sœur, continua-t-elle. Nous l'avons tous fait. Ton père et moi avons mis tout ce que nous pouvions dans ce mariage. Des cartes de crédit au maximum, des fonds de notre retraite. Et Chloé a fait tout ce qu'elle pouvait pour rendre ce jour magnifique. Maintenant, tu essaies de te défiler pour de l'argent. Je n'ai pas promis 50 000 $, dis-je en essayant de rester calme. Ce n'était jamais l'accord. Maman secoua la tête lentement. Tu gagnes plus que ton père et moi réunis. Ça ne va pas te ruiner. Il ne s'agit pas de ça, aboyai-je. C'est une question de principe.
On n'embusque pas la famille avec des avocats pour une promesse imaginaire. Chloé soupira dramatiquement. C'est pour ça que je ne voulais pas l'impliquer. Il rend toujours les choses si difficiles. Je rends les choses difficiles? J'ai ri amèrement. Tu as falsifié un contrat, utilisé un email comme une arme, et maintenant tu essaies de me faire honte avec maman dans la pièce comme si nous étions de retour au lycée. Le troisième avocat, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit enfin la parole. Monsieur, si je puis me permettre. Vous ne pouvez pas, dis-je, ma voix plus aiguë que je ne le voulais. Ce n'est pas une affaire juridique. C'est une affaire de famille, ou du moins ça l'était. Maman s'avança, posant une main sur mon bras. S'il te plaît, Ethan, signe simplement. Ne transformons pas ça en scandale. J'ai regardé sa main, puis j'ai rencontré ses yeux. Alors c'est de ça qu'il s'agit. Sauver les apparences. Il y eut un long silence. Personne ne bougea. Puis Chloé, la voix douce et venimeuse, se pencha et chuchota. Signe, ou je te ruine. Mes yeux se plissèrent. Excuse-moi. Elle ne s'y a pas, je sais des choses, Ethan. Je connais tes revenus réels, tes biens immobiliers, la fiducie, les entreprises au nom de ta femme. Tout. Mon estomac se noie. Chloé sourit comme un chat qui vient d'attraper une souris. Pensais-tu vraiment que je ne le découvrirais pas? Tu te caches derrière cet acte de comptable humble depuis des années. Mais j'ai parlé à des gens. J'ai passé des appels. Tu as assez de squelettes dans ton placard financier pour t'enterrer si je rends ça public. Et c'était ça. Pas une demande, même pas une exigence. Une menace pure et simple. Je suis resté immobile un long moment. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais de fureur. Contrôlée, froide, familière. J'ai pris une profonde inspiration. D'accord. Chloé cligna des yeux. D'accord. Quoi? Je me suis dirigé vers la porte, la main déjà tendue vers mon téléphone. J'appelle mon avocat. Elle a ri. Quoi? Pour te défendre? Non, dis-je calmement. Pour amener ma femme. Pour la première fois de la soirée, Chloé parut confuse. Ta femme? J'ai ouvert la porte. Elle expliquera tout. Et au moment où je franchissais le seuil, une voix douce derrière moi dit, en fait, je suis déjà là. Chloé se retourna et sa mâchoire tomba. Parce que debout derrière elle, tenant son propre dossier de documents et portant un blazer qui criait l'autorité au niveau fédéral, se trouvait la femme que j'avais épousée en secret il y a 2 ans. Elle fit un signe de tête à Chloé et dit, parlons des options. Et c'est ainsi que tout a changé. Avez-vous déjà vu le monde de quelqu'un basculer en temps réel? Comme un tableau qui commence lentement à glisser du mur, sauf qu'ils ne peuvent pas l'arrêter. Et ils réalisent trop tard que ce qui s'écrase n'est pas le tableau, mais le mur lui-même. C'était Chloé. Son sourire narquois a disparu si vite qu'on aurait dit qu'il avait été arraché de son visage avec un crochet. Elle a reculé d'un pas, son verre de vin toujours serré dans sa main, clignant des yeux comme si elle n'était pas sûre d'être réveillée. Ma femme est entrée dans la pièce, calme comme un chirurgien avant une opération. Elle s'appelle Anya, et je vous le dis, elle n'élève pas la voix. Elle ne se vante pas. Elle ne menace pas. Elle documente. Et elle se prépare. Nous nous sommes rencontrés il y a 6 ans alors qu'elle faisait de la comptabilité judiciaire pour un cabinet qui auditait l'une des sociétés dans lesquelles j'avais discrètement investi. Une conversation en a entraîné 2. 2 se sont transformés en café et le café s'est transformé en un lien qui n'était pas basé sur de grands gestes ou des feux d'artifice. Il était construit sur le respect mutuel et la confiance privée. Anya est vive, méticuleuse, et peut-être la seule personne qui comprend pleinement ce que je fais. Lorsque nous nous sommes mariés à la mairie il y a 2 ans, nous ne l'avons pas dit à ma famille. Ce n'était pas du secret, c'était de la stratégie. Je savais comment ma famille fonctionnait. Chloé, surtout. Moins ils en savaient, moins ils pouvaient l'utiliser. Anya était d'accord. Maintenant, elle se tenait devant Chloé, l'air parfaitement calme, comme si toute cette embuscade avait été sur notre calendrier. Pas le leur. Anya, murmura maman, les yeux écarquillés. Tu es mariée à Ethan? Oui, dit-elle en hochant la tête une fois. Depuis 2 ans. La main de maman se porta à sa poitrine comme si elle venait d'assister à un crime. 2 ans? Vous ne nous l'avez jamais dit.
Je suis finalement rentré dans la pièce, laissant la porte se refermer derrière moi et j'ai dit, et d'après aujourd'hui, tu penses qu'on aurait dû? La bouche de Chloé s'ouvrit, puis se referma. Puis elle se tourna brusquement vers les avocats. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Anya l'ignora et s'adressa directement aux trois hommes. Lequel d'entre vous a préparé ce document? Frédéric, le principal, s'éclaircit la gorge. Ce serait moi. Bien, dit Anya en ouvrant son dossier. Parce que j'aimerais savoir quelle juridiction, selon vous, permet la formation d'un contrat sans offre, acceptation, contrepartie ou conditions claires, et notarié à partir d'un email, qui plus est. Frédéric se hérissa. Madame, ce n'est pas une salle d'audience formelle. Nous sommes ici pour servir de médiateur. Non, dit Anya. Vous êtes ici sous de faux prétextes pour faire pression sur mon mari afin qu'il renonce à une importante somme d'argent sous la menace de nuire à sa réputation. C'est de la coercition. Un tribunal civil dévorerait sa tout crue. Mais vous le saviez déjà, n'est-ce pas? Les joues de Chloé étaient rouges maintenant, ses yeux se déplaçant entre Anya et moi comme si elle essayait de recalculer un problème de maths qui avait soudainement plus de variables qu'elle ne l'avait prévu. Ethan, aboya-t-elle. Pourquoi l'as-tu amené ici? Anya se tourna lentement vers elle, sans la moindre trace d'émotion. Parce que tu as essayé de menacer mon mari avec des mensonges, de falsifier des documents et de sous-entendre un chantage. Cela en fait notre problème. La voix de Chloé se cassa. Tu penses que tu peux juste débarquer dans ma réunion privée? Anya leva la main. Pas agressivement, pas avec colère, juste un mouvement simple et précis. Assez. La pièce devint silencieuse. Et puis, d'une voix calme, elle demanda, tu as dit que tu le ruinerais. Comment? Chloé cligna des yeux. Excuse-moi. Tu as dit à Ethan que tu le ruinerais. Quel était ton plan? Faire fuiter de fausses données financières? Prétendre que tu sais quelque chose que tu ne sais pas? Essayer de discréditer un homme qui est légalement protégé par une demi-douzaine de couches de confidentialité et plusieurs sociétés holding. S'il te plaît, éclaire-moi. Chloé déglutit. Sa façade se fissurait rapidement. Je bluffais. C'était juste une tactique d'intimidation. Ce n'est pas ce que tu as dit il y a 5 minutes. Maman parla enfin de nouveau, toujours figée près de la porte. Chloé, que se passe-t-il? Chloé se retourna contre elle. C'est lui qui cache des choses, maman. Il nous a tous bernés pendant des années. Il nous a laissé croire qu'il n'était qu'un simple gars de la finance alors qu'il était assis sur on ne sait combien d'argent. Il nous a laissé nous endetter pour ce mariage alors qu'il était assis là avec une maison payée et une femme secrète comme s'il était meilleur que nous tous. J'ai cligné des yeux, et c'est à ce moment que j'ai vu la situation pour ce qu'elle était. Il ne s'agissait pas d'argent. Pas vraiment. Il s'agissait de contrôle, de l'illusion de la hiérarchie. Chloé avait toujours été la favorite, l'élue, la fille autour de laquelle mes parents avaient construit leur vie. Et moi? J'étais censé orbiter autour d'elle, pour la soutenir, pour l'applaudir, pour financer ses rêves sans poser de questions. Le fait que j'ai tranquillement construit une vie réussie, sans elle, sans que ma famille le sache, était la trahison ultime à ses yeux. Non pas parce que ça lui faisait du mal, mais parce que ça menaçait sa place au sommet. Anya s'avança et plaça un paquet imprimé devant Frédéric. Voici un résumé des finances d'Ethan, expurgé pour des raisons de sécurité juridique. Notez les clauses de protection des actifs, les fiducies irrévocables et les boucliers offshore qui rendent votre petit procès déconseillé. Frédéric le prit avec des doigts tremblants. Anya se tourna vers Chloé. C'était ta dernière chance de le manipuler. Tu aurais dû mieux la dépenser. Les yeux de Chloé se remplirent de larmes, et pendant une fraction de seconde, j'ai cru qu'elle pourrait s'excuser, que peut-être le poids de ce qu'elle avait essayé de faire s'enfonçait. Mais au lieu de cela, elle se tourna vers moi. Tu m'as menti, cracha-t-elle. Tu m'as laissé m'humilier. Tu m'as laissé penser que je pouvais compter sur toi. Et maintenant, tu parades ta femme avocate ici comme un moment de je t'ai eu. Je la regardais, sentant une torsion inhabituelle dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement de la trahison. C'était du chagrin. Le chagrin pour l'idée de famille à laquelle je m'étais accroché trop longtemps. Le chagrin pour le frère que j'avais essayé d'être. Tu n'as jamais essayé de compter sur moi, dis-je doucement. Tu as essayé de m'utiliser. Et au moment où j'ai dit non, tu n'as pas essayé de parler.
Tu as amené des avocats. Tu as falsifié des papiers. Tu as utilisé maman comme une arme. J'étais désespérée, cria-t-elle. Je mérite un beau mariage. Tu mérites le respect, dis-je. Mais tu as perdu le mien il y a longtemps. Puis je me suis tourné vers maman. Et toi? Tu as laissé faire. Tu l'as soutenu. Tu ne m'as même pas demandé ce qui était vrai. Tu as juste supposé que je lui devais quelque chose. Comme si je n'étais pas ton fils. Comme si j'étais juste une ressource. Maman avait l'air de vouloir argumenter, mais rien ne sortit. Peut-être qu'elle réalisait enfin que quelque chose avait changé. Que la dynamique, la règle tacite de « Chloé d'abord » ne se brisait pas seulement. Elle s'était brisée. Je reculai vers la porte et pris la main d'Anya. « Nous partons. » Chloé cria derrière moi. Cria vraiment. « Tu vas le regretter, Ethan. Je jure devant Dieu, tu le regretteras. » Anya s'arrêta juste assez longtemps pour jeter un coup d'œil par-dessus son épaule et dire « Tu devrais arrêter de faire des menaces. Nous enregistrons tout. » Et puis nous sommes partis, mais ce n'était pas fini, car le lendemain, Chloé a doublé la mise. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Anya et moi sommes restés assises à la table de la cuisine, passant tout en revue. Nous n'étions pas inquiets légalement. Nous étions couverts de 6 manières différentes. Mais émotionnellement, j'étais anéanti. Pas de la manière bruyante et sanglotante, mais de la manière silencieuse et creuse qui vous surprend lorsque vous réalisez qu'une partie de votre vie est pourrie depuis des années et que vous ne vouliez tout simplement pas l'admettre. Puis, vers 10 heures le lendemain matin, mon téléphone a commencé à vibrer. D'abord un appel de ma tante, puis d'un cousin, puis d'un vieil ami dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois. Anya a vérifié son téléphone et s'est immobilisée. Elle a posté quelque chose. Mon estomac s'est noué. Bien sûr, Chloé s'était rendue sur Facebook, puis sur Instagram, puis sur LinkedIn, de tous les endroits. Elle a écrit un message soigneusement formulé sur le fait d'être émotionnellement dévastée parce que son propre frère avait retiré son soutien financier quelques jours avant le mariage. Elle s'est présentée comme la victime de la cupidité, a laissé entendre que j'avais fait une promesse cruelle et que je m'étais rétracté à la dernière seconde. Elle ne m'a jamais nommé, mais elle n'en avait pas besoin. L'implication était claire. Le récit était établi. Et les commentaires, disons simplement que les gens aiment les martyrs. En 1 heure, j'ai reçu des messages inondant ma boîte de réception. Certains accusateurs, d'autres suppliants, d'autres simplement confus. Mais le pire, c'est que maman a commenté la publication. Un simple emoji cœur et « tu ne mérites pas ça. Nous t'aimons. » C'était tout. Pas de défense, pas de contexte, juste un saut public d'approbation sur la campagne de dénigrement de Chloé. Et à ce moment-là, quelque chose en moi a craqué. Plus de les protéger. Plus de jouer gentiment. J'en avais fini. Anya m'a regardé de l'autre côté de la table et a dit « Prêt ?» J'ai hoché la tête une fois. Montrons-leur à qui ils ont affaire. Je n'ai parlé à personne de ma famille pendant 3 jours. Non pas parce que je boudais. Non pas parce que je voulais les punir. Je ne savais tout simplement pas ce que je dirais si je le faisais. Chaque fois que je prenais mon téléphone, que je parcourais les dizaines, puis les centaines de messages, ma poitrine se serrait comme un étau. Des amis, d'anciens camarades de classe, des cousins éloignés, un voisin à qui je n'avais pas parlé depuis 2 ans. Tous ont soudainement ressenti le besoin de donner leur avis. Certains ont demandé ma version de l'histoire, bien que la plupart ne l'aient pas fait. Ils ont simplement supposé le pire. Parce que lorsqu'une femme pleure sur les réseaux sociaux et dit que son frère l'a trahi quelques jours avant son mariage, personne ne réfléchit à 2 fois. Ils prennent leur fourche numérique et commencent à frapper. Je n'étais pas préparé à la solitude que cela procurait. Je pensais l'être. J'ai toujours été un peu éloigné de ma famille. Pas froid, juste distant. Je ne suis pas du genre à appeler tous les dimanches ou à envoyer des textos, je pense à toi. Mais j'étais là quand ça comptait. J'ai aidé mes parents avec leurs impôts. J'ai co-signé le prêt auto de Chloé il y a des années. J'ai remboursé une petite hypothèque que mon oncle avait, de manière anonyme. Je n'ai jamais demandé de crédit. Je l'ai juste fait. Et rien de tout cela n'avait d'importance. Pas après la publication de Chloé. Ce petit essai soigneusement formulé et manipulateur sur la façon dont elle avait été émotionnellement prise au dépourvu et financièrement abandonnée par son unique frère.
Elle n'a jamais mentionné le contrat falsifié, les avocats ou la menace. Elle a juste joué ça comme un film Hallmark qui a mal tourné. La mariée lésée, le frère maléfique, le chagrin d'une famille déchirée par la cupidité. Et le pire, c'est que mes parents l'ont soutenue. Pas un seul appel de papa. Maman a posté une autre photo de Chloé 2 jours plus tard. Légende, ma belle-fille mérite le monde. Nous sommes là pour toi. Et je suis resté assis là, dans ma cuisine, à faire défiler, ne ressentant plus de colère, juste de l'engourdissement. Je n'ai pas beaucoup mangé cette semaine-là. Anya a essayé doucement de me faire parler. Elle n'a pas insisté, a juste fait du thé, laissé des notes, s'est assise avec moi dans le silence. Mais je pouvais le sentir. Ce faible bourdonnement de quelque chose qui se construisait en moi. Pas de la rage, pas encore. Juste cette douleur froide et lourde dans ma poitrine qui n'arrêtait pas de murmurer. Tu ne fais plus partie de cette famille. Pas vraiment. Et peut-être que tu ne l'as jamais été. Astérisque jour 4, je suis allé faire un tour en voiture. Nulle part en particulier. Je suis juste monté dans la voiture et je suis parti. Je crois que je me suis retrouvé près du vieux terrain de baseball où Chloé et moi faisions du vélo quand nous étions enfants. L'endroit où nous construisions des châteaux debout sous la pluie et lancions des pommes sauvages contre la clôture quand nous nous ennuyions. Et je suis resté assis là, à regarder l'herbe vide, et je me suis demandé. Quand a-t-elle changé? Ou peut-être, l'ai-je jamais connue du tout? J'ai pensé à la façon dont elle pleurait quand elle se faisait prendre en train de tricher aux jeux de société. Comment elle inventait toujours ses excuses élaborées, prétendant qu'elle ne voulait pas avancer de 2 cases au lieu d'une, puis bouder jusqu'à ce que quelqu'un la laisse gagner. Et maman le faisait toujours. Ce n'est qu'un jeu, Ethan, disait-elle. Laisse ta sœur se sentir spéciale. J'avais 8 ans la première fois que j'ai réalisé que dans notre maison, Chloé n'avait pas besoin de suivre les règles. Elle avait juste besoin de pleurer. Et je ne pleurais pas. Je ne l'ai jamais fait. C'est là que les règles ont changé. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, Anya était dans le bureau en train d'imprimer quelque chose. Elle n'a pas dit grand-chose, m'a juste tendu un dossier manie et m'a embrassé sur la joue. Regarde ça quand tu seras prêt. Je me suis assis à la table de la salle à manger pendant un long moment. Le dossier non ouvert, écoutant juste le faible bourdonnement de l'imprimante qui travaillait encore. Finalement, je l'ai ouvert. Ce n'était pas de la vengeance. Pas encore. C'était de la protection. De la documentation juridique, une protection des actifs, des verrous de confidentialité supplémentaires sur nos finances, un nouveau testament, des listes de bénéficiaires mises à jour, une structure de société écran qui rendrait presque impossible pour quiconque de découvrir ce que nous possédions ou comment nous le possédions. Anya ne m'aimait pas seulement. Elle me défendait, silencieusement, efficacement, pendant que je me désagrégeais. Elle avait construit un mur autour de notre vie, une forteresse silencieuse. Cette nuit-là, j'ai finalement rompu le silence pendant le dîner. Une sorte de pâte qu'elle avait préparée et que j'ai à peine goûtée. Je ne pense pas avoir jamais vraiment eu une sœur, ai-je dit. Anya n'a rien dit. Elle m'a toujours fait me sentir petit, comme si j'étais utile mais pas vu, tu sais. Je sais, dit-elle doucement. J'ai hoché la tête. Et mes parents ont juste laissé faire, encore et encore. Je l'ai regardé alors. Penses-tu que c'est de ma faute de ne pas avoir résisté? Elle a tendu la main sur la table, a pris la mienne. Tu ne leur as pas manqué, Ethan. Ils t'ont manqué. C'est la première fois que je pleurais depuis des années. Pas fort, pas de manière désordonnée. Je suis juste resté assis là, la tête baissée, des larmes coulant dans mes pattes pendant qu'Anya me tenait la main. Le lendemain, je me suis réveillé avec un autre type de douleur. Pas le chagrin vide d'être rejeté. Quelque chose d'autre, de la résolution. Je me suis habillé, j'ai fait du café, et je me suis assis à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai sorti de vieux fichiers que je n'avais pas touchés depuis un certain temps. Des feuilles de contact, des répartitions de propriétés, des actifs du marché, le tableur qu'Anya et moi appelions, la liste de feu. Un document en cours de personnes, d'entreprises et de situations qui nous avaient déjà traités injustement. La plupart avaient été inoffensives. Un mauvais partenaire, un vendeur louche, un gars qui a essayé de me sous-coter lors d'une transaction et qui a fini par être condamné à une amende pour délit d'initié. J'ai fait défiler jusqu'en bas et j'ai ajouté un nouveau nom. Chloé Hélène Collins.
Raison, trahison personnelle, tentative d'extorsion, manipulation familiale. En dessous, j'ai tapé une note. Ne pas s'engager émotionnellement, seulement stratégiquement. Astérisque, parce que voici ce que Chloé n'a jamais compris. Je n'ai jamais voulu le pouvoir, mais j'ai appris à le manier, silencieusement, efficacement, depuis l'ombre. Alors qu'elle mendiait les projecteurs et les applaudissements, elle pensait que parce que je ne l'étalais pas, je ne l'avais pas. Et maintenant, elle allait découvrir exactement ce que j'avais construit pendant qu'elle essayait des robes et écrivait des histoires tristes pour Instagram. 2 nuits plus tard, j'ai reçu une invitation par la poste. Une véritable enveloppe imprimée avec une bordure dorée et un faux seau de cire. L'invitation au mariage de Chloé. Le nom était adressé à « Monsieur Ethan et invité, contributeur financier et frère de la mariée ». Ce n'était pas une blague. C'était réellement sur l'enveloppe. Je l'ai regardé pendant un long moment. Anya est venue derrière moi, l'a lu par-dessus mon épaule et a murmuré « Waouh, elle est audacieuse ». J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si insensé que je ne pouvais rien faire d'autre. Elle fait toujours semblant que je paie pour ça, ai-je marmonné. Ouais. Et elle m'invite comme si tout était normal. Ouais. J'ai tenu la carte en l'air, j'ai fixé les mots, puis je l'ai jeté à la poubelle. Anya n'a rien dit. Nous savions tous les deux que ce n'était pas une invitation. C'était une déclaration. Chloé doublait la mise, essayant toujours de contrôler le récit, espérant toujours que je céderais, que je me présenterais et que je sourirais pour les caméras en faisant semblant que nous étions une grande famille heureuse. Et alors que je me tenais là, regardant cette poubelle, quelque chose en moi s'est calmé. Je n'allais plus discuter. Je n'allais pas plaider ma cause auprès de gens qui ne se souciaient pas de l'entendre. J'allais agir, non pas par rage, par clarté, parce que je voyais enfin ma famille pour ce qu'elle était. Une hiérarchie, un spectacle, un ensemble de règles tacites où l'amour était conditionnel et le silence attendu. Et je ne jouais plus. Mais d'abord, j'avais besoin de voir quelque chose. Une dernière conversation, une dernière chance. Alors, j'ai appelé mon père. Il a décroché après 3 sonneries, l'air fatigué. Ethan, salut. Une longue pause. C'est à propos du mariage? J'ai ignoré ça. Tu es occupé? À part que ta mère fait des courses. J'ai 1 heure. Je serai là dans 30 minutes. J'ai raccroché. Je savais que c'était le moment où je découvrirais si quelqu'un dans cette maison m'avait jamais vraiment soutenu. Ce que je ne savais pas, c'est que je marchais vers la trahison finale. La maison de mes parents n'avait pas changé. La même peinture écaillée sur la rampe du porche. Les mêmes carillons éoliens qui tintent près de la porte moustiquaire. Le même paillasson délavé qui disait « Bienvenue » dans une police joyeuse qui n'avait pas correspondu à l'énergie à l'intérieur de cette maison depuis longtemps. Mais j'ai remarqué quelque chose de nouveau en entrant dans l'allée. L'autre voiture, celle de Chloé, garée parfaitement au centre de l'espace, comme si elle possédait toute la propriété. C'était une BMW blanche. Du moins, je le savais parce qu'elle s'était plainte des mensualités dans une conversation de groupe avant de m'en exclure. Brillante, bruyante, bien trop chère. Je l'ai regardée 1 seconde de plus que je n'aurais dû, puis je suis sorti de ma voiture et j'ai monté les marches. La porte grinça en s'ouvrant avant même que je puisse frapper. Papa se tenait là, les bras croisés. Il avait l'air fatigué, non seulement physiquement, mais usé. Ses yeux ne s'illuminèrent pas. Son visage ne se fendit pas d'un grand sourire comme avant quand je rentrais à la maison. On aurait dit qu'il ne voulait pas que je sois là. « Salut, papa. »« Salut. » Il s'écarta sans un sourire. « Entre. » Je suis passé devant lui dans le même salon où j'ai grandi. Le même fauteuil inclinable, la même horloge murale, les mêmes photos encadrées de Chloé partout. Des portraits d'école, un récital de danse, une immense toile imprimée de sa fête de remise de diplôme universitaire que j'ai payée et à laquelle je n'ai pas été invité à parler. Pas de photo de moi. Pas une seule. Où est maman, demandai-je. Non pas parce qu'elle me manquait, juste parce que je voulais savoir contre combien de personnes je serais aujourd'hui. En bas, dit-il. Elle prépare un panier cadeau pour le dîner de répétition de Chloé. Tu es arrivé au mauvais moment. Je m'assis quand même. Je ne suis pas venu pour elle, dis-je. Je suis venu pour toi. Il s'abaissa dans le fauteuil inclinable en face de moi avec un grognement. Tu veux du café ou quelque chose?
Non, dis-je, puis je fis une pause. En fait, oui, si tu en prends un. Il disparut dans la cuisine. J'entendis les placards s'ouvrir, le faible bourdonnement de la vieille machine à café qui chauffait. Je suis resté assis là et j'ai attendu. J'ai attendu qu'il revienne. J'ai attendu les mots. Je ne savais même pas par où commencer. Quand il est revenu avec 2 tasses, il m'en a passé une et s'est rassis dans le fauteuil inclinable. Pas de petite conversation, juste le silence. Je détestais à quel point c'était gênant, alors j'ai plongé. J'ai besoin de te demander quelque chose, papa. Il m'a regardé par-dessus le bord de sa tasse. Si les rôles étaient inversés, ai-je dit, si Chloé était celle qui avait été prise en embuscade, menacée, manipulée pour signer un faux contrat, qu'aurais-tu fait? Il ne répondit pas, alors j'ai continué. Lui aurais-tu dit de se ressaisir, d'arrêter d'être difficile, ou aurais-tu brûlé toute la maison pour elle? Toujours rien. Je veux savoir pourquoi. C'est tout. Pourquoi l'as-tu soutenu? Pourquoi as-tu laissé maman suivre cette publication? Pourquoi ne m'as-tu pas appelé une seule fois depuis que tout a explosé? Après tout ce que j'ai fait pour cette famille, après toutes les choses pour lesquelles je n'ai jamais demandé de crédit. Il posa la tasse sur la table d'appoint et se pencha en avant. Parce que tu n'as pas besoin de nous, dit-il. Ça m'a piqué. Quoi? Tu n'as pas besoin de nous, répéta-t-il, les yeux fatigués mais stables. Tu n'en as jamais eu besoin. Tu t'es toujours bien débrouillé tout seul. Tu as fait tes études, tu as trouvé ta carrière, tu as construit ta propre vie, tu n'as jamais demandé d'aide, tu ne t'es jamais plaint. Tu as juste suivi ton propre chemin, je le regardais. Il soupira. Chloé a besoin de nous. Elle en a toujours eu besoin. Elle n'est pas bâtie comme toi, Ethan. Elle est fragile, émotive. Quand elle s'effondre, elle s'effondre. Et ta mère, elle ne supporte pas de voir ça. Alors, on ramasse les morceaux. C'est comme ça que ça a toujours été. J'ai senti ma poitrine se serrer. Alors tu l'encourages. Tu n'as pas nié. Tu la laisses manipuler. Tu la laisses tout déformer, mentir et punir les gens. Et tu l'excuses parce qu'elle pleure quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Sa voix se durcit. Tu penses que l'éducation est noire ou blanche? Tu penses que c'est juste choisir un camp? Je me suis levé. Non, je pense que l'éducation, c'est faire ce qui est juste. Même quand c'est difficile, même quand votre préféré fait une erreur. Ça l'a fait grimacer. Alors j'ai continué. Je ne suis pas venu ici pour mendier de l'amour. Je suis venu ici pour dire au revoir. Ses yeux se sont levés d'un coup. Quoi? J'en ai fini, papa. Avec tout ça. Les événements familiaux, les fausses fêtes, les dîners où personne ne demande comment je vais, sauf si c'est pour des impôts ou virer de l'argent. J'en ai marre. Il ouvrit la bouche, mais je levai la main. Je ne suis pas en colère. Je suis juste libre. Je le vois maintenant. J'ai auditionné pour une approbation qui n'était pas la mienne à gagner et je n'en ai plus besoin. Il avait l'air de vouloir argumenter, mais il ne le fit pas. Il s'est juste rassis et m'a laissé sortir. Ce jour-là, j'ai arrêté de saigner. Ce n'était pas dramatique. Je n'ai claqué aucune porte. Je n'ai pas crié, pleuré ou demandé des excuses. Je suis juste parti et j'ai commencé à vivre. Vraiment vivre. Fini les appels forcés. Fini les fêtes d'anniversaire où Chloé faisait un discours et je lui remettais le chèque après. Fini d'être le fantôme en arrière-plan du film de quelqu'un d'autre. Anya et moi avons redoublé d'efforts dans nos projets. Nous avons acheté une 2e propriété dans le Colorado, tranquille, près des montagnes. Elle a créé son propre cabinet de conseil. J'ai investi dans une start-up qui aide les propriétaires de petites entreprises à accéder à une protection juridique abordable. Quelque chose à ce sujet me semblait juste. Nous avons construit tranquillement, paisiblement. Mais cela ne signifiait pas que j'avais oublié. Cela signifiait simplement que j'avais arrêté de les laisser écrire l'histoire. Le mariage de Chloé est arrivé et est passé. Nous n'y avons pas assisté, mais j'ai vu les photos. La liste des invités était remplie de gens qui aiment être vus. Des influenceurs marginaux, des représentants de systèmes pyramidaux, des anciennes de sororités universitaires qui payaient probablement encore le voyage. J'ai reconnu quelques visages. Et j'ai remarqué une chose tout de suite.
Aucune mention de moi. Pas une seule, même pas un mensonge. Juste effacé. Mais je savais ce que cela signifiait. Elle se couvrait parce que tout son récit, que son frère l'avait laissé tomber à la dernière seconde et l'avait laissé le cœur brisé, était construit sur mon absence. Si j'avais été là, s'il y avait eu une photo, même un murmure de notre présence, son histoire se serait effondrée. Alors, au lieu de cela, elle a fait comme si je n'avais jamais existé, ce qui, honnêtement, me semblait juste, car maintenant, elle n'existait plus pour moi non plus. 3 semaines après le mariage, j'ai reçu un appel. Numéro bloqué. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, puis j'ai écouté. C'était ma mère. Sa voix était tendue, froide, exercée. Ethan, je ne sais pas quel genre de sale coup tu as essayé de faire en sautant le mariage, mais ta sœur a été humiliée. Les gens ont posé des questions. Les gens ont chuchoté. Elle a pleuré. Elle n'a même pas pu profiter de sa lune de miel. J'espère que tu es heureux. Ne te donne pas la peine de rappeler. C'était le dernier message que j'ai jamais reçu d'elle. Et je n'ai jamais rappelé. Mais voici le truc quand on s'en va. On ne peut le faire proprement que si l'on a réglé ses propres affaires. J'ai donc passé les mois suivants à m'assurer qu'il n'y avait plus de ficelles. J'ai déplacé chaque dernier compte dans des structures que Chloé ne pouvait pas flairer. J'ai liquidé la fiducie qu'elle avait mentionnée et les restructuré en une entité avec un conseil d'administration de 3 personnes, dont aucune n'était apparentée par le sang. J'ai vendu la société holding attachée à mon ancien nom de famille. J'en ai créé une nouvelle. Silencieuse, élégante, étroitement contrôlée. Le cabinet d'Ania a prospéré. Elle a pris des clients qui avaient été brûlés par des litiges commerciaux familiaux, des drames d'héritage, des contrats de mariage qui ont mal tourné. Notre réputation a grandi, pas bruyamment, mais respectée. Les gens nous connaissaient non pas parce que nous crions, mais parce que nous écoutions. Et quand nous agissions, c'était final. Puis un jour, environ 6 mois après le mariage, j'ai reçu un email. Sujet, aide urgente nécessaire. C'était de Chloé. J'ai failli le supprimer sans le lire, mais quelque chose m'a fait l'ouvrir. C'était de Liam, le mari de Chloé. J'ai fixé le nom pendant un long moment. Nous avions à peine parlé avant. Le gars avait toujours semblé être un remplaçant avec des chaussures chères, mais son message était court. Salut, Ethan. Je ne sais pas à qui d'autre demander. Je sais qu'il y a beaucoup de mauvais sang, et je suis désolé pour ça, mais Chloé nous a mis dans une situation financière. C'est grave, et je pense que nous sommes en grande difficulté. Peux-tu m'appeler s'il te plaît? Je n'ai pas répondu, pas tout de suite, mais je l'ai transféré à Anna. Elle l'a lu, a fermé l'écran, puis a simplement dit, elle glisse. Et j'ai hoché la tête, non pas parce que j'étais heureux, mais parce que je savais que c'était le début de la fin. Et cette fois, je ne serai pas celui qui la rattraperait. Je n'ai pas répondu à l'email de Liam pendant 3 jours. Non pas par mesquinerie, ni même pour le laisser transpirer. J'avais juste besoin de temps pour réfléchir. J'avais besoin de décider quel genre d'homme je voulais être. Parce que lorsque quelqu'un vous trahit publiquement, profondément, et avec toute l'intention de faire mal, cela vous change. Pas instantanément, mais comme un poison lent. Vous commencez à vous poser des questions que vous n'auriez jamais osé vous poser auparavant. Comme, et si je ne pardonnais pas? Et si je ne partais pas cette fois? Et si je leur faisais sentir? Pendant des mois, je m'étais dit que m'éloigner de Chloé, de mes parents, de tout cet écosystème familial pourri, était la vengeance. Que vivre bien, en privé et en sécurité, était sa propre forme de justice. Et peut-être que c'était le cas, pendant un certain temps. Mais maintenant il saignait et il revenait vers moi, non pas avec des excuses, non pas avec de l'humilité, mais avec le besoin. Alors, j'ai pris une décision. Je n'ignorerai pas l'email. Je répondrai. Non pas parce que je voulais aider, mais parce que je voulais voir ce qui se passerait quand Chloé réaliserait que la personne qu'elle avait essayé de détruire détenait la dernière bouée de sauvetage qu'elle obtiendrait jamais. J'ai attendu un jeudi soir, juste après 19h, puis j'ai répondu à Liam par une seule phrase. Rencontrons-nous demain, 9h. Votre bureau, juste vous. Je ne l'ai pas dit à Anna tout de suite. Elle avait un appel client cette nuit-là avec quelqu'un en Australie et je ne voulais pas la distraire. Mais quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai trouvé un post-it sur mon moniteur. Quoi que tu décides, je suis avec toi.
Ah, elle savait toujours. Le bureau de Liam était dans un gratte-ciel du centre-ville. Rien d'extraordinaire, juste une suite de taille moyenne dans un centre d'espace de travail partagé. À mon arrivée, la réceptionniste a semblé surprise lorsque j'ai dit son nom, comme si elle n'avait pas l'habitude que des gens le demandent directement. Il m'a accueilli lui-même à la porte, portant le même regard paniqué dont je me souvenais des quelques réceptions familiales que nous avions tous les deux subies. « Ethan, dit-il, la voix tendue, essayant trop de paraître désinvolte. Merci d'être venu. » Je ne lui ai pas serré la main, je l'ai juste suivi à l'intérieur. Il avait vidé la pièce. Pas d'assistant, pas de café, juste un tableau blanc avec des chiffres à moitié effacés et une table avec 2 chaises. J'ai pris celle la plus proche de la porte. Il s'assit en face de moi, se tordant les mains. « Je sais que c'est bizarre, commença-t-il. Et je suis sûr que tu as toutes les raisons de nous détester, elle en particulier, mais j'ai vraiment besoin de ton aide. Et je pensais que tu m'écouterais peut-être. » « J'écoute, dis-je, froid, contrôlé. Il prit une inspiration, puis commença à se délier. Apparemment, peu de temps après le mariage, Chloé avait lancé une activité secondaire, une sorte de marque de conseil en mariage influenceuse. Elle l'appelait « Élégance par Chloé », ce qui, honnêtement, sonnait comme une ligne de bougie de station-service, mais peu importe. Le plan était simple. Elle a tiré parti du succès de son propre mariage, celui qu'elle a prétendu que j'avais payé, pour lancer un service de planification de luxe ciblant les mariés avec des budgets à 6 chiffres. Elle a engagé une agence de relations publiques, acheté des abonnés, loué un faux bureau pour du contenu Instagram, a pris 3 clients et a fait d'énormes promesses qu'elle ne pouvait pas tenir. Et puis ça a empiré, parce que Chloé n'a pas seulement trop promis. Elle a pris des acomptes importants. Et lorsque ses contacts fournisseurs ont fait défection parce qu'elle ne les a jamais payés. Et lorsque les délais sont passés et que des remboursements ont été exigés, elle a fait ce que Chloé a toujours fait. Elle a blâmé quelqu'un d'autre. Cette fois, Liam. Elle leur a dit que je m'occupais des comptes, dit-il, la voix se brisant un peu. Elle m'a mis en copie sur des emails avec de faux tableurs que je n'avais jamais vus. Elle a utilisé mon nom sur des factures. Je ne savais même pas jusqu'à ce que 2 des clients m'envoient des menaces juridiques. Je ne dis rien, je le regarde simplement se tortiller. Elle a falsifié un compte professionnel à nos 2 noms, continua-t-il. Elle m'a inscrit comme fondateur sur le site web. Je ne savais même pas que nous avions un site web jusqu'à la semaine dernière. Je me penchai en avant. Et maintenant, elle est partie, dit-il doucement. J'ai cligné des yeux. Partie ? Il hocha la tête. Disparu. Son téléphone est éteint. Elle a vidé le compte joint, environ 62 000 $. Mon nom est sur les papiers. Je suis responsable. Il leva les yeux vers moi. Désespéré maintenant. Je sais que je ne te dois rien, mais tu sais comment elle fonctionne. Tu sais de quoi elle est capable. J'ai besoin d'aide. S'il te plaît. Je laissai le silence s'étirer. Puis je dis, tu l'as épousée. Il eut l'air d'avoir reçu un coup de poing. Je sais, murmura-t-il. Tu avais toutes les occasions de voir qui elle était, continuai-je. Tu l'as regardé mentir à ses clients, menacer son propre frère, falsifier un contrat, manipuler ma mère, et tu es resté. Je pensais qu'elle changerait. Elle n'a même jamais fait semblant, dis-je. Il se tut et je me penchai en arrière dans ma chaise. Je ne te renflouerai pas, dis-je. Son visage s'affaissa. Mais je vais te donner quelque chose de mieux. Il cligna des yeux. Je cherchai dans ma mallette, sortis un mince dossier et le fis glisser sur la table. Qu'est-ce que c'est ? Sa piste papier, dis-je. Tout. Chaque faux compte fournisseur, chaque compte offshore dans lequel elle a puisé. Chaque identité qu'elle a utilisée pour déposer des contrats. Elle a laissé un désordre derrière elle en essayant de disparaître. Tu ne savais juste pas où chercher. Il l'ouvrit, commença à parcourir, ses yeux s'écarquillant à chaque page. J'ai plus, ajoutai-je. Des emails, des journaux IP, des preuves vidéo. Une ND a signé qu'elle a forcé une de ses assistantes à signer, puis a posté des captures d'écran de la même conversation sur Instagram, violant les termes. Liam fixa les papiers comme s'ils étaient radioactifs. Tu peux porter ça devant les tribunaux, dis-je. Te blanchir. Prouver qu'elle a commis une fraude. Tu prendras quand même un coup.
Ton nom est sur trop de choses, mais tu n'iras pas en prison. » Ses mains tremblaient. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-il. Et pour la première fois, je me permis de sourire. Parce que je ne suis pas comme elle. Puis je me levai. Je ne veux pas que sa vie soit ruinée. Je veux juste qu'elle soit honnête. Et sur ce, je suis sorti. Le lendemain, Anna et moi avons pris le petit déjeuner à notre endroit préféré. Cette petite boulangerie qui n'ouvre qu'avant midi et ne fait pas de publicité. Nous nous sommes assis près de la fenêtre, regardant la lumière se déverser sur la rue pavée, sirotant un café fort et mangeant des croissants aux amandes chauds. J'ai donné le dossier à Liam, lui ai-je dit. Elle n'a pas semblé surprise. Comment ça s'est passé? Étrangement bien. Tu penses qu'il fera la bonne chose? J'ai haussé les épaules. Peu importe. Les bonnes informations sont entre les bonnes mains maintenant. S'il l'enterre, c'est son problème. S'il se bat contre elle. Eh bien, je n'ai pas encore fini d'aider. Elle a souri en enlevant les miettes de ma manche. Alors, ça commence. Pas encore, ai-je dit. C'est encore la mise en place. Elle a haussé un sourcil. Et quel est le jeu? Je me suis penché. Elle a volé 60 000 $ à 3 clients. C'est traçable. J'ai donné à Liam de quoi se couvrir, mais pas de quoi la poursuivre. Pas encore. Tu la pâtes. Elle a besoin d'argent, ai-je dit. Elle est arrogante, désespérée et à court d'options. Finalement, elle reviendra pour plus. Anna tapota sa tasse pensivement. Alors, tu attends juste? J'ai hoché la tête. Quand elle refera surface, elle essaiera de puiser dans une vieille source. Elle le fait toujours. C'est là que je saurai où elle est. Et une fois que je le saurai. Je n'ai pas terminé la phrase. Je n'en avais pas besoin. Anya a juste tendu la main sur la table et a touché la mienne. Et à ce moment-là, j'ai su que cette fois, quand Chloé viendrait frapper, je ne serais pas seulement prêt. J'attendrai avec des reçus, avec un levier, et avec le genre de pouvoir silencieux qu'elle n'a jamais vu venir. Il a fallu 4 mois. 4 mois de silence, d'attente, de faire semblant de passer à autre chose alors que je savais au fond de moi que Chloé n'était pas partie. Les gens comme elle ne disparaissent pas. Ils se retirent. Ils se regroupent. Et quand ils reviennent, ils le font avec un masque et une histoire et juste assez de fausse vulnérabilité pour faire oublier aux gens à quel point ils sont vraiment dangereux. Je n'avais pas besoin de la poursuivre. J'avais juste besoin d'attendre. Et bien sûr, un soir de fin avril, alors qu'Anna et moi préparions le dîner dans notre nouvel appartement du Colorado, son téléphone a vibré. Elle a regardé l'écran, a arqué un sourcil et me l'a tendu. Numéro bloqué, pas d'identification de l'appelant, mais la messagerie vocale, c'était indubitablement elle. Salut, je sais que je suis probablement la dernière personne dont tu veux avoir des nouvelles. Je suis juste. Je suis dans une situation bizarre en ce moment, et j'essaie de régler les choses. Je sais qu'on a laissé les choses en désordre, mais je pense qu'on devrait parler. Tu es toujours mon frère et tu me manques. J'espère que tu vas bien. Rappelle-moi, s'il te plaît. Anya a mis le haut-parleur en sourdine. Elle pêche. Elle est fauchée, ai-je dit calmement en remuant les pattes. Elle a épuisé tous ses ponts. Nous n'avons pas répondu. Pas encore. Mais cette nuit-là, je me suis assis à mon bureau et j'ai sorti un fichier que je n'avais pas touché depuis des mois. Chloé P3.psw, je l'ai ouvert, j'ai examiné chaque ligne, j'ai confirmé que chaque contact était toujours valide. Et quand j'ai eu fini, j'ai envoyé un email, un seul, à une amie nommée Leia. Leia travaille à la conformité dans une chaîne de salles d'événements bien connue, le genre qui accueille des mariages haut de gamme, des galas et des collectes de fonds. Nous l'avions aidée une fois lorsqu'elle s'était retrouvée dans une mauvaise affaire à cause de son ex-fiancé. Anna s'est occupée du côté juridique. Je me suis occupé du nettoyage financier. Leia nous devait une faveur, et elle paie ses dettes. Le lendemain même, Chloé est réapparue en ligne. Subtilement au début. Un nouveau post Instagram, un coucher de soleil granuleux, une citation vague. La vie, c'est reconstruire, pas regretter. Puis une nouvelle page Facebook, Chloé et Events, logo en écriture dorée, planification de mariage de luxe avec cœur. Aucune mention des « élégance par Chloé ». Ce nom était mort. C'était un rebranding.
Elle a même créé une nouvelle LLC dans le Wyoming. Registre privé, pas d'adresse. Intelligent, mais pas assez intelligent. Parce qu'en une semaine, sa véritable identité a commencé à transparaître. Des tags de clients, des hashtags, des photos avec son visage, sa voix dans les stories, ses témoignages, tous organisés, tous faux. Mais je ne l'ai pas arrêté. Pas encore. Je l'ai laissé grandir. J'ai regardé pendant qu'elle reconstruisait l'illusion. 3 nouveaux clients, 2 partenariats avec des lieux. Un faux atelier pop-up où elle facturait $400 par billet et postait la même photo sous 3 angles pour faire croire que c'était plein. Tout du vent, tout du masque. Jusqu'à ce qu'elle fasse sa première erreur. Elle a postulé pour organiser une exposition nuptiale exclusive dans un bâtiment appartenant à une société holding que je contrôlais partiellement par 3 couches d'isolation juridique. Le nom sur sa demande, Chloé Bright. Nouveau nom de famille. Aucune mention de l'histoire de la LLC. Aucune mention de son scandale. Juste un dossier de présentation soigné, plein de citations Pinterest et de fausses déclarations de revenus. Léa l'a immédiatement signalé. Nous avons approuvé la demande et fixé la date. Parce que cette fois, je voulais que la scène soit parfaitement préparée. L'exposition était une affaire élégante. Bar ouvert, musique d'ambiance, guirlandes lumineuses tendues à travers un plafond voûté. Des dizaines de vendeurs bordaient la pièce, chacun avec des brochures, des échantillons, des bobines de démonstration, et au centre, Chloé, portant un blazer blanc puissant, les cheveux en boucles douces, sa voix frappant chaque fausse note de confiance polie. Anna et moi n'y sommes pas allés. Nous n'en avions pas besoin. Au lieu de cela, nous avons demandé à quelqu'un d'autre d'y assister. Elle s'appelait Tori, une vraie mariée, une vraie planificatrice, l'une des vraies victimes de Chloé, celle qui m'avait envoyé un email après l'effondrement du mariage. Silencieusement, en privé, disant que Chloé avait disparu avec son acompte et l'avait bloqué après avoir promis un forfait de luxe complet. Anya a travaillé avec elle en coulisses, l'a aidé à obtenir un remboursement partiel du lieu qui avait mis Chloé sur liste noire. Et quand nous avons demandé si elle serait prête à se présenter et à poser quelques questions, Tori n'a pas hésité. Elle a amené une amie avec une caméra. Pas une grosse, pas évidente. Juste un petit micro à pince et une caméra de revers cachée dans son sac à main. La confrontation n'a pas été dramatique. Elle a été calme, professionnelle. Tori s'est approchée du stand de Chloé, a souri poliment et a dit « Salut, je suis Tori. Je crois qu'on a travaillé ensemble l'année dernière. » Chloé a cligné des yeux, a hésité, puis a souri comme si de rien n'était. « Oh, c'est vrai, Tori. Ravi de te revoir. » Tori a hoché la tête. « Ouais, je me demandais juste ce qui était arrivé à l'élégance par Chloé. C'est ce que disait ta facture. » Chloé s'est figée une seconde. « Oh, j'ai changé de marque, dit-elle en balayant ça d'un revers de la main. Nouvelle direction. Et les acomptes que tu as perçus, demanda Tori. Ont-ils aussi changé de marque? Les gens à proximité ont commencé à écouter. Juste un ou deux. Assez. Chloé se raidit. Je suis désolé. Qu'est-ce que c'est que ça? Tori sourit. Je fais juste la conversation. Ou devrions-nous continuer ailleurs? Chloé recula d'un pas, puis se retourna et partit. Pas vite, pas fort, juste disparut derrière un rideau. Tori ne la suivit pas. Elle n'en avait pas besoin. Parce qu'à ce moment-là, le micro avait fait son travail. La vidéo a été publiée sur 3 petits blogs de l'industrie en une semaine. Pas d'accusation, pas de menaces, juste un petit article tranquille intitulé « Pourquoi tant de mariés manquent-elles des remboursements de Chloé Collins ?» La publication renvoyait à des reçus, des contrats, des dates, des photos, des enregistrements de LLC, des messages vocaux. Pas de commentaires, juste des faits. Et les gens ont commencé à parler. Les vendeurs ont retiré leurs contrats, les clients ont annulé leurs réservations, les lieux ont signalé son nom dans leur système CRM. Et puis est venu le grand coup, un magazine de mariage californien qu'il avait présenté dans un reportage sur les 10 planificateurs à surveiller. Ils ont publié une rétractation discrète. Pas de drame, juste une note dans le numéro suivant. Correction, nous ne sommes plus affiliés à Chloé Collins ou à Chloé Bright Events. Et Chloé a de nouveau disparu. Cette fois pour de bon. Mais ce n'était pas la vraie vengeance. C'était juste du nettoyage.
La vraie vengeance était plus silencieuse. Un mois après l'effondrement de l'exposition, je suis retourné en ville pour une réunion avec un groupe de développement immobilier. Rien de dramatique, juste des affaires. En sortant de l'hôtel, je suis passé devant une femme tenant un téléphone contre son visage, faisant les 100 pas dans le hall en pantalon de survêtement et en sweat à capuche, chuchotant en criant dans son micro. Il m'a fallu une seconde pour la reconnaître. Chloé, les cheveux pâles tirés en arrière, pas de maquillage, pas de public. Je n'ai pas arrêté de marcher, mais j'ai ralenti juste assez pour entendre une seule ligne. Je n'ai pas l'argent. D'accord, j'essaie. J'ai juste besoin de plus de temps. J'ai continué. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas regardé en arrière. Parce que ça, c'était le moment où j'ai su que c'était fini. Elle ne se remettrait jamais. Pas complètement. Pas dans le même monde qu'elle dirigeait autrefois avec des filtres, des mensonges et des documents falsifiés. Sa réputation n'a pas été ruinée par le scandale. Elle a été effacée. Il n'y avait plus personne pour l'applaudir, plus personne pour la croire, et le silence était plus fort que n'importe quelle salle d'audience. Plus tard cette semaine-là, Anna et moi étions assises sur le balcon de notre maison de montagne. L'air était frais, le ciel était clair, nos téléphones étaient éteints. Je lui ai parlé de l'hôtel, ai-je dit. Elle n'a rien dit au début, a juste siroté son thé, puis a demandé, « Te sens-tu mieux ?» J'y ai réfléchi, j'ai pris une inspiration et j'ai dit, « Non, je me sens propre. » Les retombées ne se produisent jamais en une seule explosion. Elles se produisent en écho, de minuscules répliques rampantes qui voyagent à travers tout ce que vous pensiez être stable, le remodelant morceau par morceau jusqu'à ce que l'ancienne version de votre monde ait disparu pour de bon. Pour moi, cela a commencé par un appel téléphonique. Pas de Chloé, pas de mes parents, mais d'un avocat, un jeune homme à la voix calme qui s'est présenté comme représentant Liam et dans une procédure civile conjointe. Nous engageons une procédure contre Chloé Collins sous son nom légal, a-t-il dit. Votre sœur. Vous avez été répertorié comme témoin potentiel pour la défense. Compte tenu de votre expérience antérieure avec sa conduite, seriez-vous disposé à nous parler? Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, fixant les montagnes par la fenêtre. Anya était sur le porche, lisant quelque chose sur sa tablette. A-t-elle été signifiée, ai-je demandé. Il a hésité. Elle a 3 chefs d'accusation de fraude, 2 de rupture de contrat, 1 de fausse déclaration. On parle d'un éventuel renvoi au pénal, selon l'issue de l'enquête. Ma gorge était sèche, mais ma voix est restée égale. Vous aurez ma coopération. C'est étrange comme la justice avance. Pas avec drame, pas avec des feux d'artifice, juste de la paperasse silencieuse. Au moment où j'ai fait ma déposition, Chloé avait déjà été abandonnée par toutes les associations de vendeurs dont elle avait fait partie. La scène de la planification de luxe est petite et la réputation se propage plus vite que la vérité. Même ceux qui la défendaient autrefois, prétendant que tout était un malentendu ou qu'elle traversait une période difficile, se sont finalement tus. Ses clients étaient moins indulgents. 2 ont intenté des poursuites pour de petites créances. Une a rendu l'affaire publique sur les réseaux sociaux et ce clip a atterri sur un compte TikTok sur les droits des consommateurs avec 2 millions d'abonnés. C'était brutal, non pas parce que c'était cruel, mais parce que c'était indéniable. Des reçus, des contrats, des messages. Anna et moi avons regardé depuis notre salon un soir pendant que ça passait. Le créateur a terminé la vidéo en disant, « Quand vous construisez votre vie sur des mensonges, la facture finit toujours par arriver. » Le clip a obtenu 3 millions de vues. Chloé a supprimé ses comptes 2 jours plus tard. Liam m'a appelé une semaine après la déposition. « Salut, dit-il doucement. C'est fait. À quel point est-ce grave? Elle a réglé, dit-il. Pas de charge criminelle, mais elle est fauchée. Elle a dû vendre sa voiture, ses bijoux, tout. Elle retourne vivre chez vos parents. Ils ont co-signé un accord de dette pour la maintenir hors de prison. J'ai laissé le silence s'étirer. Et toi? Je suis libre, dit-il, la voix tremblant un peu. Divorce finalisé la semaine dernière. Je peux enfin dormir. Bien, ai-je dit. Recommencer. Il a expiré. Tu sais, je pensais qu'elle était juste incomprise, qu'elle agissait comme ça à cause de son éducation ou de la pression, mais elle est comme un aimant à chaos. Elle ne survit que si quelqu'un d'autre paie la facture. Ouais, dis-je doucement. Je sais. Il a hésité,
puis a demandé. Penses-tu qu'elle changera un jour? J'ai réfléchi à ça un long moment. Non, ai-je dit, mais je pense que nous l'avons finalement fait. La vague suivante est venue de mes parents. A commencer petit. Un email de maman écrit de ce ton sec et poli qu'elle utilise quand elle est embarrassée mais ne veut pas l'admettre. Ethan, je sais que les choses ont été tendues. Ton père et moi essayons d'aider ta sœur à traverser une période difficile. Elle a fait des erreurs, mais c'est toujours la famille. Nous aimerions parler si tu es ouvert à cela. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, juste de l'attente. Anna l'a lu par-dessus mon épaule et a dit, tu ne leur dois pas de conclusion. Je sais, mais j'ai répondu quand même. J'espère que vous et papa allez bien. Je vous souhaite la paix, mais j'en ai fini d'essayer de réparer quelque chose qui ne m'a jamais considéré comme de la famille, sauf si j'étais utile. Prenez soin de vous. C'était tout. Pas de colère, pas d'argument, juste la vérité. Une semaine plus tard, maman a envoyé un autre message. Nous respecterons ta décision. J'espère qu'un jour nous pourrons recommencer. Ce jour n'est jamais venu et je ne l'ai pas attendu. 6 mois plus tard, la vie avait l'air différente. Le cabinet d'Anna était devenu une société de conseil à part entière. Elle a embauché 2 assistants, a commencé à parler à des conférences. Elle a même décroché un reportage dans un grand magazine d'affaires, un article intitulé « Les femmes qui réparent ce que la cupidité brise ». J'ai investi dans 3 nouvelles entreprises. L'une d'entre elles, une start-up de technologie juridique qui aidait à automatiser le signalement de la fraude pour les propriétaires de petites entreprises. Je n'ai rien annoncé publiquement. Je n'ai pas publié une seule mise à jour. J'ai juste travaillé tranquillement. Parfois, le succès ne rugit pas. Il fredonne. Stable, fort, certain. La dernière fois que j'ai vu Chloé, c'était presque 1 an plus tard. C'était dans une épicerie près de la ville. J'étais revenu en avion pour une réunion du conseil d'administration et je me suis arrêté pour quelque chose de rapide. Du café, des collations, quelques produits de première nécessité avant de me rendre à l'hôtel. J'ai tourné un coin et elle était là, seule, sans maquillage, portant un vieux sweat à capuche qui lui pendait comme le souvenir d'un temps meilleur. Elle ne m'a pas vu au début. Elle se disputait avec une caissière à propos d'une carte refusée. Sa voix était aiguë, désespérée, mais plus puissante. Je suis resté là une seconde à regarder, et à ce moment-là, je n'ai ressenti ni joie, ni pitié, ni colère. Je me sentais juste fini. Elle a levé les yeux et, pendant une fraction de seconde, nos regards se sont croisés. Son expression a changé. Choc, puis autre chose. La honte peut-être, ou la reconnaissance. Elle a ouvert la bouche comme si elle voulait dire quelque chose, mais j'ai juste hoché la tête une fois. Ni cruellement, ni gentiment, juste un signe de tête. Et je suis parti. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de mes parents non plus. Pas d'appel, pas de carte, pas de message de vacances. Et c'était bien comme ça, car parfois, la paix ne consiste pas à réparer les choses. C'est de finalement être bien avec le silence qui suit. Des années plus tard, j'étais assis sur notre porche arrière avec Anna, regardant le soleil se coucher derrière la crête. Nous avions construit une vie loin du bruit, un rythme calme et régulier de travail, de rire et de petits moments significatifs. Elle a levé les yeux de son livre et a dit, « Tu ne m'as jamais dit ce que tu lui as dit ce jour-là à l'épicerie. » J'ai souri. C'est parce que je n'ai rien dit. Elle a penché la tête. L'aurais-tu fait? J'y ai réfléchi. Peut-être une fois, ai-je dit. Mais plus maintenant. Certaines personnes confondent le pardon avec la faiblesse. Ce n'est pas le cas. C'est la liberté. Il faut juste arrêter de leur donner de l'espace pour vivre dans votre tête. Elle a souri doucement. Alors, comment appelles-tu ce que tu as fait alors? Qu'est-ce que tout ça? J'ai pris une longue gorgée de mon café, j'ai laissé le vent bouger dans les arbres et j'ai dit, responsabilité. Elle a ri doucement. Et penses-tu qu'elle a appris un jour? J'ai regardé l'horizon, la lumière s'estompant, les montagnes peintes en or, et j'ai secoué la tête. Non, mais ce n'était jamais le but. Le but était que je l'ai finalement fait. Quelques semaines plus tard, une lettre est arrivée à notre bureau, adressée à moi. Pas de nom de retour, juste une écriture familière que je n'avais pas vue depuis des années. À l'intérieur se trouvait une seule page. Il était écrit, « Je suis désolé.
Je n'ai jamais réalisé à quel point tu portais pour nous tous jusqu'à ce que ce soit parti. J'espère que tu es heureux. Maman. Aucune mention de Chloé. Aucune demande de renouer, juste ça. Et d'une manière ou d'une autre, c'était suffisant. J'ai plié le papier avec soin, je l'ai glissé dans le tiroir de mon bureau et je n'ai pas répondu. Parce que parfois, la conclusion n'est pas une conversation, c'est une décision. Cette nuit-là, je me suis de nouveau assis sur le porche, les étoiles s'étirant dans le ciel, l'air fin et calme. Anna m'a rejoint, posant sa tête sur mon épaule. « Est-ce qu'il te manque parfois ?» a-t-elle demandé. J'ai réfléchi un moment. « Parfois », ai-je dit. Mais ensuite, je me souviens que je ne les ai pas perdus. Je les ai finalement vus. Et pour la première fois de ma vie, cette vérité ne piquait pas. Elle ressemblait à la paix. Une paix réelle, solide, inébranlable. Je me suis tourné vers Anna, je lui ai embrassé la tempe et j'ai murmuré la dernière chose que je dirai jamais à ce sujet. Une vérité silencieuse qui avait mis des années à se former. La seule fin qui ait jamais vraiment compté. Ils m'ont appris tout ce que je devais savoir sur la loyauté en la brisant. Et avec ça, j'ai enfin laissé le passé s'en aller pour de bon.